Alors, premier temps de cette matinée, c'est la catalyse territoriale comptée en 3 actes. Alors, en 2014 est apparu ce terme un peu étonnant de catalyse territoriale, qui était une nouvelle forme d'ingénierie qui a été mise en œuvre par quelques pionniers des alliances en territoire, et ce sont ces mêmes pionniers qui ont créé alors ce réseau du même nom. Et puis on va le voir, grâce à nos témoins qui vont venir nous rejoindre, cette ingénierie s'est diffusée. Aujourd'hui, il y a plus de 350 acteurs territoriaux qui se reconnaissent derrière ce terme de catalyse territoriale, et c'est pour ça que le réseau a évolué en réseau des catalyseurs territoriaux pour justement refléter cette réalité de terrain. Alors pour en parler, je vous propose de revenir sur cette décennie, et j'appelle à mes côtés à me rejoindre Cécile Dupré-Latour, Xavier Roussinet, Cédric Turini qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui a quand même son témoignage, Jean-Marc Sémoulin, Christophe Besson-Léo, Cécile Daclin, Léna Gettner, Delphine Vandevorde et Frédéric Lemonnier. Et pendant que mes invités me rejoignent et s'installent, je vous propose d'avoir un petit flashback, parce que Charles Benoît en parlait tout à l'heure, le 8 janvier 2015, c'était la première rencontre des pionniers des alliances en territoire, et déjà à l'époque, la graine était semée. Écoutons-nous. Il était une fois des pionniers qui construisaient des alliances innovantes entre associations, entreprises, collectivités, un peu partout en France depuis des années. Aujourd'hui, ils se rencontrent pour la première fois pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble. Ils sont plus de 100 pionniers, ils viennent de tout le territoire. Ils ont été les premiers à prendre des risques, à innover et à trouver des solutions très concrètes. Quand on regarde les projets intéressants qui émergent des territoires, les régions sont un lieu d'observation et d'action extraordinaire parce qu'elles sont à l'articulation entre le national et le local. Et donc, il faut de la méthodologie, il faut des gens qui pensent ces projets et il faut une vraie dynamique. Le mouvement est en marche. L'éducation, le logement, l'environnement et la santé. Aujourd'hui, un tiers des PME et une association sur 2 sont dans une dynamique d'alliance innovante pour le bien commun. Et voir les jeux d'acteurs au niveau territorial. Les pionniers partagent leurs expériences, leurs attentes, les actions, les idées, les solutions. Pour justement recadrer un peu, que ce soit... On recherche, on a une ou deux entreprises, collectivités, associations, institutionnelles, universités, citoyennes, etc. C'est typiquement la démarche qu'elle a déjà eue. C'était un peu ce qui ressortait des échanges, cette notion de valeur qui ressort encore. Cette question d'alliance dans son fonctionnement aux autres, pas qu'aux entreprises et aux associations, mais aussi aux universités et aux mouvements citoyens. Mutualiser, mettre en réseau, partager l'information et les pratiques. On peut faire un partenariat que si on est soi-même sûr de qui on est, de là où on veut aller et de ses forces et ses faiblesses. On va travailler à trouver des solutions pour vous aider, vous, sur vos territoires. Continuez à prendre des risques, je dirais, apporter les valises sans poignée, et puis on va faire ce qu'on peut pour vous aider. Merci. Ils apportent des solutions concrètes aux grands défis qui attendent notre société. Parce que 2014, il y avait déjà les premières pousses qui sortaient de terre.
On avait, dès 2017, lancé la démarche Agir ensemble en territoire, qui réunissait la communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice, qui réunissait aussi Alsace Active. Et suite à cette expérimentation, qui avait pour objectif d'organiser un nouveau dialogue territorial, il y a eu la création du labo des partenariats en 2012. La communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice lançait aussi le programme Quand élèves et entreprises se rencontrent, qui est toujours un programme qui est d'actualité. Et puis en parallèle, le Rameau posait ses premières hypothèses sur les impacts du faire alliance, à la fois en termes de confiance, d'innovation et de performance. Si on continue un peu dans le temps, un dialogue s'est instauré entre une dizaine d'acteurs, comme le labo, comme Terre d'Avance par exemple, pour réfléchir aux questions d'accompagnement des coopérations territoriales. Et ce réseau au niveau régional était animé par l'Association des régions de France, réseau qui était ensuite à l'impulsion de la création du réseau en 2014. Et de catalyse était consacré lors d'un colloque au Conseil économique, social et environnemental, sous le haut patronage aussi du président de la République. Et ce colloque avait eu lieu parce qu'on publiait le référentiel co-construction territoriale qui retraçait finalement les 7 ans de recherche empirique du Rameau sur ce sujet. Donc on voit que 2014-2016, c'est un foisonnement, c'est l'envie d'agir ensemble en territoire, jusqu'à la capacité, en 2016, à modéliser cette méthode de l'action collective, de l'agir ensemble en territoire. Alors, pour illustrer cette période qui a été riche en initiatives et qui ont fait émerger une nouvelle forme d'ingénierie territoriale, nous avons 2 témoins avec nous, Cécile et Xavier, voilà, et Cédric Turini qui apportera son regard de partenaire. Alors, Cécile Dupré-Latour, vous êtes cofondatrice et co-directrice du Labo des partenariats. Donc, à l'origine, je le disais, le labo, enfin, vous personnellement, vous avez coélaboré la démarche avec nous de Agir ensemble en territoire. Le labo s'est créé ensuite en 2012 et aujourd'hui, il s'appuie sur des dynamiques d'action et de coopération qui permettent de faire émerger des solutions très concrètes pour répondre aux problématiques de votre territoire, en lien évidemment avec vos parties prenantes. Alors en tant que catalyseur de la première heure, comment est-ce que vous avez vécu cette émergence de l'ingénierie d'animation des territoires ? Bonjour à toutes et à tous. Je dois avouer, ça met un petit coup de voir la vidéo là. Et surtout ce matin, en arrivant dans ce magnifique parc, je me disais heureusement que c'est pas... Comment s'appelle ce parc à Paris où il y a les dinosaures? Parce qu'en fait, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation où on me dit alors, comment ça s'est passé il y a 10 ans mais vraiment, c'est un cadeau que de faire de cette relecture de ces 10 ans du réseau des catalyseurs en territoire. Et je suis très touchée de faire l'exercice avec vous là ce matin. Et donc ça demande, comme tu le disais Elodie, de faire un petit flashback. Et je vais vous demander de faire un peu un exercice d'imagination, de se dire, donc nous on est à Strasbourg, c'est il y a 10 ans, même un peu plus. Et on a l'intuition au sein du réseau France Active de se dire, pour faire vraiment bouger les choses sur les innovations qui sont proposées sur notre territoire social, il faut créer ce branchement entre politique publique, entrepreneuriat social et entreprise plus classique sous l'angle de la responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'on voyait bien qu'en fait, il y avait plein de choses qui se passaient, mais que les énergies n'étaient pas toujours en commun et dans le même sens et au même moment. Donc c'était un peu notre intuition de départ. Et on a commencé vraiment humblement en rencontrant les uns et les autres en disant déjà commençons par le b.a.-ba des rencontres. Et donc on a démarré avec des speed dating beaucoup. Et à ce moment-là, en faisant nos petites recherches sur internet, on tombe sur des écrits où on se dit non mais c'est fou, il y a des gens qui écrivent à Paris ce que exactement on a envie de faire. Et en plus, ils mettent des mots
qui sont beaucoup plus claires que ce que nous, on est en train de raconter. Et donc, on a pris le TGV pour rencontrer Charles Benoît. Et c'est la première rencontre avec le rameau, où on s'est dit, vraiment, c'est super s'il y a des gens qui savent parler de ce qu'on fait et qui peuvent nous aider à expliquer, à mobiliser. Et c'était le début de l'aventure. Ensuite, ça a vraiment été du compagnonnage, toujours dans cette idée de mettre des mots, de clarifier, de partager, de mobiliser. Donc ça, c'est tous les écrits du rameau qui sont très précieux pour nous. C'est aussi le livre des bonnes nouvelles des territoires, qui était écrit par, notre parti, par Sébastien Poulet-Goffard. C'était aussi prendre de la hauteur, avec des débats. Vous en avez vu des extraits là, mais avec des débats, beaucoup avec aussi l'équipe du rameau, où des fois c'était confrontant, challengeant, mais aussi beaucoup d'inspiration, de transmission, de partage, avec Frédéric Marquet qui est là, avec Xavier Roussinet, avec Vincent Blanchard et bien d'autres. Et en fait, j'avais une image qui me venait quand on a préparé ce temps avec Élodie, c'était celle de la permaculture sociétale, c'est-à-dire que nous, on avait vraiment les pieds dans la terre, on avait des petites pousses, et autour de nous, on voyait des choses qui nous inspiraient, plus grandes, plus colorées, et vraiment, ça nous a apporté. Et tout le long, en fait, de notre action, c'est cette permaculture de se dire, il y a des moments où c'est plus difficile pour les uns et pour les autres. Et il y a le tuteur qui est là à côté, où d'autres fois, on est vraiment guidé par ce qui est en haut, la lumière qui nous donne de l'énergie. Et donc, pour moi, c'est ça le réseau des catalyseurs. Et puis en 2016, vraiment la dimension qu'on a rajoutée avec la dynamique start-up de territoire, c'est de se dire, oui, c'est une histoire commune sur le territoire, mais avant tout avec les citoyens. Parce qu'on est touchés, nous, chacun d'entre nous dans nos cœurs, que ça fait vraiment bouger les choses. Parce que de quoi est-ce qu'on est en train de parler dans l'action qui nous anime tous et toutes aujourd'hui? C'est vraiment de se dire qu'on n'est pas obligé de s'accommoder avec nos indignations. On n'est pas obligé d'accepter ce qui est inacceptable. Et qu'il y a des cadres à ouvrir, ensemble. Et donc notre rêve, dans ce réseau de catalyseurs, c'est vraiment d'ouvrir ces possibles, d'ouvrir ensemble ces voies. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous réunit, tous et toutes, c'est de croire dans notre capacité individuelle et collective à transformer les choses. Et c'est sûr que les temps sont durs, sont challengeants, mais je crois qu'on peut être fiers, chacun, chacune, si on assemble tout ce qui est fait là, avec les personnes qui sont présentes, les personnes qui sont engagées dans ce réseau, les personnes qui sont en ligne, si on assemble tout ça, c'est pas rien, et vraiment ça change les choses. Et nous, à notre toute petite échelle, on le voit, c'est vraiment une action au quotidien, mais notre mesure d'impact a montré que ça a permis de développer 48 solutions. Ça, à Strasbourg, ça paraît anodin, on se dit bon, 48, mais c'est des projets très concrets. C'est des projets qui changent la vie sur le bien vieillir, l'éducation, l'alimentation, ça a été dit tout à l'heure, sur le lien social, beaucoup. Et au final, déjà, à notre humble mesure, ça touche 8% des habitants de l'Eurométropole de Strasbourg qui ont recours à ces services, qui ont recours à ces manières de vivre sur le territoire. Bien sûr, notre défi, c'est que ça devienne 8% de personnes engagées qui contribuent au développement de ces solutions. Mais il faut toujours avoir l'étoile qui va plus haut. Et donc cette relecture, ces 10 ans, c'est vraiment éprouver une immense gratitude pour toutes les personnes rencontrées, pour chacun d'entre vous, dans les actions que vous menez. C'est aussi, cette relecture de 10 ans, c'est accueillir ce qui est difficile, ce qui n'est pas facile au quotidien. Et on a tous nos challenges, de modèles économiques de la coopération, mais aussi de ces changements individuels et collectifs que nos actions demandent. Ce n'est pas la voie de la naïveté. Vouloir changer les choses, améliorer la vie au quotidien de chacun, chacune, c'est bien loin d'être de la naïveté. C'est un sentier exigeant d'action au quotidien qui nous remet tous en cause, mais aussi qui nous met beaucoup d'élan. On me dit que c'est bientôt fini. Et donc, relire ces 10 ans, c'est aussi s'émerveiller de tout ce qui est fait, et se dire qu'ensemble, on a envie d'aller plus loin.
Et pour terminer, je sais que c'est une phrase qui a beaucoup circulé ces derniers temps, mais qui me parle particulièrement et certainement à vous aussi. C'est de reprendre les mots de cette personne que j'ai rencontrée grâce au réseau France Active et qui est un peu notre grand-père de cœur à tous. C'est Claude Alfondéry. Et de remettre toute son action au cœur de notre collectif aujourd'hui et de nous inviter à cette grande alliance humaniste des forces de vie et de continuer d'agir comme si nous ne pouvions pas échouer. Merci. Merci Cécile. Je crois que les résistants des territoires seront le fil rouge de cette journée. Alors, Xavier Roussinet, vous êtes associé au sein du cabinet Terre d'Avance, cabinet qui s'est créé en 2019 suite à l'alliance, déjà, entre Opus 3 et le cabinet Argot et Siloé. Et le cabinet donc Terre d'Avance, vous travaillez depuis 30 ans sur la transformation et le renforcement des territoires et des organisations. Dès 2012, vous avez été impliqué dans ces réflexions sur l'accompagnement des coopérations territoriales. Alors vous, avec votre regard d'accompagnateur des territoires, comment est-ce que vous avez vécu cette première étape de reconnaissance des concepts de co-construction et de catalyse territoriale? Eh bien, merci Elodie de passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, après Cécile, je vais apparaître comme le droupi de service, beaucoup plus triste. Comment dire? Alors, c'est vrai que je suis dans ce réseau depuis le début parce que le métier de Terre d'Avance, c'est effectivement d'accompagner des projets de territoire et c'est d'accompagner des organisations et en particulier des organisations d'intérêt général et des organisations de l'économie sociale. Et par rapport à la question que pose Elodie, j'ai envie de faire deux niveaux de réponse. Une première qui est au niveau plutôt de notre métier et de notre raison d'être, le cabinet conseil. Et puis le deuxième plutôt à une échelle plus personnelle ou plus individuelle, on va dire, de mon rôle de dirigeant et aussi des consultants et des consultantes du cabinet. Alors j'ai raisonné, j'ai fait retour vers le futur, donc, comme on m'y invitait, et donc j'ai raisonné, j'ai essayé de me remettre un peu comme l'a fait Cécile dans l'ambiance de l'époque et dans les motivations de ce moment-là. Et je pense qu'elles sont toujours d'actualité, en tout cas pour ce qui me concerne. Et donc sur la partie, on va dire, projet et territoire, l'enjeu auquel on était confronté en tant que cabinet, c'était... il y avait plusieurs enjeux. C'est des enjeux d'efficacité, de performance, de durabilité des projets. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'en prenant les projets saucissonnés les uns après les autres, en travaillant en silo, comme savent malheureusement faire beaucoup d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées, en ne faisant pas les connexions entre différents sujets, entre différentes thématiques, on faisait des projets qui étaient un peu fades. Alors nous, on les faisait comme un cabinet conseil, c'est-à-dire notre légitimité, elle vient du fait qu'on nous passe commande, c'est ça qui crée la légitimité à travailler sur un projet, et on sentait qu'il y avait des impasses. Voilà. Et donc cette envie d'être avec le réseau des catalyseurs, c'était motivé par trois choses. La première, c'était de faire autrement, c'est-à-dire de se dire, si on est conscient d'un certain nombre de limites dans nos formes d'accompagnement, on ne peut pas s'en satisfaire, donc il faut qu'on invente des manières de faire autrement, d'accompagner autrement, et donc accompagner autrement, alors je le fais rapidement, mais c'est de manière plus holistique, de manière plus écosystémique, c'est de faire des passerelles, c'est de dire que le projet qui s'arrête à un moment, en fait, il y a des connexions et des interactions pour le prolonger, pour l'enrichir, etc. Le deuxième point, c'était de faire ensemble, alors ça a été dit dans les paroles liminaires des intervenants, mais aussi par Cécile, et donc faire ensemble, c'est un moyen d'articuler les légitimités, c'est un moyen de prendre le meilleur de chacun pour que chacun contribue à l'émergence de quelque chose qui le dépasse. Donc faire ensemble, la co-construction, les alliances dont on a déjà parlé, dont on parlera aujourd'hui, ça nous semblait quelque chose d'important et qui nous permettait d'être qui on est, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas être autre chose qu'un cabinet conseil, un bureau d'études, mais par contre de s'arrimer en fait avec des acteurs et des enjeux qui sont pérennes sur le territoire, qui ont des missions de service public, qui ont des missions d'intérêt général, etc. Donc nous on peut être qui on est, mais en coopération et en articulation fine, étroite avec des gens qui portent des projets qui sont complémentaires de ce que nous on peut apporter. Et puis le troisième sujet, c'est par rapport à tout ce
ce qui est émergent, c'est-à-dire tout ce qui est lié à des nouvelles thématiques, à des nouveaux sujets, à des nouvelles manières d'appréhender les choses. On voit bien que les vieilles recettes, alors certaines vieilles recettes sont toujours d'actualité, hein, il ne faut surtout pas faire de l'innovation dans tout, hein, c'est un mal moderne de vouloir innover dans des sujets qui, au contraire, ont besoin d'être capitalisés et de changer d'échelle. Mais on a besoin aussi d'innover parce qu'il y a des sujets complexes, nouveaux, dont personne ne sait comment les attraper. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment les trois motivations ou les trois espoirs qu'on nourrissait au niveau de notre métier. Et à titre plus personnel, il y avait un besoin, et ce besoin existe encore, et je pense qu'il est partiellement satisfait par notre présence collective aujourd'hui. Il y avait un besoin de sortir de l'isolement, c'est-à-dire que c'est un métier, et Cécile, tu l'as dit, tous les matins ne sont pas faciles, donc c'est un métier, nos métiers, les uns les autres, là, on a des doutes, on se pose des questions, on est un peu seul, on n'a pas toutes les réponses, etc. Donc il y a un enjeu de se connecter aussi avec des personnes, qui nous donnent la pêche. Je me tourne vers Cécile, qui est une pêcheuse de compétition. On a besoin, je pense, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais d'agir avec humilité. Et donc, agir avec humilité, ça veut dire aussi accepter de se confronter aux autres et de ne pas prétendre avoir raison, mais par contre de s'enrichir, c'est-à-dire qu'on est à parité d'estime. Et à parité d'estime, ça veut dire que mes idées ne sont pas moins bonnes que les vôtres, mais elles ne sont pas meilleures. Et donc, à partir de là, on peut là aussi s'enrichir, penser différemment, faire un pas de côté. Et je pense qu'on en a bien besoin. Et puis, le dernier point, et c'est un point dont on reviendra, je pense, et le dit dans les étapes suivantes de structuration du réseau, c'est le sujet de la professionnalisation et des compétences, puisque derrière ces métiers, derrière ces notions, il y a des métiers, il y a des gens et il y a des compétences. Et donc ces compétences, certaines sont très connues. Hein, vous l'avez d'ailleurs beaucoup travaillé au rameau, hein, sous l'angle des différentes ingénieries et des articulations des ingénieries. Mais donc il y a des compétences. Et donc il faut se former, il faut se développer, il faut porter des projets en commun, etc., pour développer ses propres compétences, et ça, on en a besoin. Nous, on n'est pas un cabinet conseil qui vivons sur une notion de propriété, en disant on a inventé un super truc pour accompagner des projets, et donc on va le revendre à des milliards de gens. On est plutôt dans l'idée qu'on a besoin nous-mêmes d'être dessaisis de nos compétences pour que demain, on ait les nôtres à un meilleur niveau, et que donc on continue d'exister et de porter l'utilité. Voilà. Et donc pour terminer, parce que je te vois hocher la tête, voilà, mais elle a pris 2 minutes de plus aussi, Cécile. Non, je ne te l'ai pas dit, mais non, tu étais lancé, je ne l'ai pas dit. Non, mais je trouve que le défi aujourd'hui est à moitié, 10 ans après, je trouve que le défi est à moitié réussi, c'est-à-dire que, de mon point de vue, le volet, la confiance qui existe entre nous, le réseau, la communauté, le fait d'être moins seul, je pense qu'on a franchi un cap énorme en 10 ans. Le développement des compétences idem. Par contre, sur l'espoir qu'on pouvait avoir, ou peut-être que moi j'avais un espoir, hors sol, l'espoir que nos méthodes de travail, notre manière de prendre les sujets, etc., deviennent une forme de norme, non pas pour l'imposer, mais en disant que c'est une méthode qui marche. Je pense qu'on a encore du pain sur la planche, et donc je pense qu'il faut encore qu'on y travaille aujourd'hui, tous ensemble et demain. Voilà. Merci Xavier, c'est bien pour ça qu'on est là. Alors, pour terminer cette première séquence, je vous propose le regard du partenaire qui est Cédric Turini, donc le directeur du développement coopératif et sociétal à la Fédération nationale des caisses d'épargne. La fédération a été le partenaire d'émergence du réseau, et dès 2015, ils ont accueilli la rencontre des pionniers des alliances en territoire. Alors Cédric ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il nous a fait une vidéo dans laquelle il nous explique son regard de partenaire sur cette première étape de partage des pratiques. Les caisses d'épargne sont des banques 100% régionales qui appartiennent à leurs clients sociétaires, ce sont des banques coopératives et qui ont été pionnières en matière d'innovation sociale à travers l'histoire. Ce terme pionnier, c'est d'ailleurs celui que nous avions attribué à ce réseau des catalyseurs territoriaux à l'origine, partant d'une conviction que nous partagions avec le rameau sur l'importance de la co-construction territoriale. Deuxième conviction, et ce fut démontré par les travaux du rameau, l'importance de maîtriser et de développer une véritable ingénierie, un savoir-faire de cette co-construction en territoire. L'enjeu à ce moment-là, c'était de savoir comment identifier les acteurs qui maîtrisaient cette ingénierie, comment les fédérer et comment capitaliser sur leur savoir-faire pour le diffuser à d'autres acteurs en territoire.
Et à ce moment-là, nous faisons confiance au rameau pour constituer ce réseau des catalyseurs. Notre objectif à l'époque, c'était de détecter et de rassembler ces catalyseurs territoriaux. L'objectif est atteint. Le réseau aujourd'hui est composé de 300 acteurs de taille et de nature différentes. L'autre objectif, c'était de constituer un centre de ressources pour permettre à de nouveaux acteurs de développer cette compétence de l'ingénierie territoriale. Là aussi, il existe aujourd'hui un site internet qui permet de rassembler ces ressources avec des guides, des études, des MOOC, des webinaires. Et donc, on encourage évidemment tout acteur qui souhaite monter en compétence sur ces sujets à aller consulter ces ressources. Pour conclure, nous encourageons le plus grand nombre à pratiquer la coopération. C'est notre modèle d'entreprise, c'est ce que font les catalyseurs territoriaux, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous serons plus forts et plus utiles. Si vous voulez revivre ces premières pousses en direct, je vous conseille très vivement d'écouter ou de réécouter le podcast « Comment vas-tu bien la planète » qui est réalisé par Patrick Longchamp, qui est dans la salle, je crois, et qui l'a enregistré il y a quelques jours. Et le thème, c'était « Agir ensemble en territoire, 10 ans de collaboration locale ». Vous pouvez retrouver ce podcast sur le profil LinkedIn de Patrick Longchamp. Et d'ailleurs, Patrick, qui est dans la salle, va peut-être venir vers vous, certains d'entre vous, pour réaliser le podcast de la journée. Alors ça, c'était la première étape, le premier acte de ces 10 ans. Le deuxième, c'est celui de 2017. 2019, c'est la phase d'enracinement, puisque dès 2017, effectivement, les racines, elles étaient bien là. Et on a pu collectivement faire un récit partagé de cet enracinement. On a vu que dès 2008, on avait observé des expérimentations territoriales dans leur diversité. En 2010, on avait commencé à outiller, notamment avec l'émergence de la démarche Agir ensemble en territoire. 2012, certains acteurs se structurent comme le labo des partenariats. 2014, c'est la volonté de partager avec l'émergence du réseau. Et 2016, c'est le moment où on souhaite commencer à irriguer ce qu'on porte comme concept, donc co-construction territoriale et la catalyse, au travers du colloque OCESE. Et puis, ça nous a permis, ce récit partagé, de lancer une nouvelle étape à partir de 2017-2018 avec le parcours d'expérience co-construction territoriale piloté par le rameau, où l'objectif, ça a été de réunir une diversité de profils. Alors, vous voyez leur logo, mais des acteurs de l'ESS, des acteurs publics, des acteurs économiques, académiques, associatifs, qui portaient et qui portent toujours d'ailleurs des pratiques différentes, mais qui s'inscrivent toutes dans le même cadre commun qui était formalisé dans le référentiel co-construction territoriale. Alors, l'objectif de ce parcours, ça a été de construire et de construire collectivement la modélisation de ces pratiques de catalyse, toujours dans un cadre commun. C'était de se dire, mais quelles sont les missions que l'on développe? Est-ce que c'est plus du dialogue territorial? Est-ce que c'est des expérimentations collectives, de l'accompagnement aux coopérations? Est-ce que c'est de la gestion de l'eau? C'est aussi de se poser des questions sur, finalement, quelles sont les chaînes de valeur qui sont impliquées, et bien sûr, la question très importante des modèles socio-économiques. Donc cet enracinement de 2 ans nous a permis de passer d'un chemin, d'un récit partagé, jusqu'à l'élaboration finalement d'une méthode en commun. Alors pour cette phase d'enracinement, elle s'illustre au travers d'une diversité de profils d'acteurs et donc de pratiques qui ont toutes comme finalité, c'est de créer des liens et des lieux. Alors avec nous aussi, encore, 2 témoins qui sont issus de profils très différents et qui ont chacun participé au parcours d'expérience et qui vont pouvoir illustrer au travers de leurs témoignages les hypothèses dans lesquelles ils étaient au moment de rentrer dans ce parcours et leurs enseignements aujourd'hui. Le point commun entre ces 2 témoins, c'est à la fois de réunir ou de concilier ou réconcilier économie et intérêt général, avec un profil de plutôt mobilisation citoyenne avec Vivre les Mureaux et un profil économique avec l'Alliance Sens et Économie. Et nous aurons bien sûr le regard du partenaire, Cécile Daclin. Alors Jean-Marc Sémoulin, vous êtes président de Vivre les Mureaux, qui est une initiative citoyenne qui a pour objectif de transformer le territoire Vivre les Mureaux en un territoire plein emploi grâce au développement d'un tourisme expérientiel. Et donc vous avez participé à ce parcours d'expérience au moment de la création de Vivre les Mureaux, qui avait été par ailleurs incubé 2 ans au sein de l'association La Gerbe. Alors, selon vous, pour vous, comment est-ce que vous avez vécu cette participation à la modélisation collective de la catalyse territoriale? Merci beaucoup. Bonjour à chacun. Alors, en me replongeant dans ce souvenir-là, de cet accompagnement, première chose qui me vient, c'était vraiment l'étonnement
voilà, à nouveau, de poser des mots sur ce qu'on était en train de faire. Et puis l'étonnement de découvrir qu'il y avait d'autres acteurs qui faisaient la même chose. Nous, on avait l'impression d'avoir inventé un truc sur notre ville, d'être dans l'innovation totale, et puis d'un seul coup, on se retrouvait dans une salle avec le même type de projet, ou un peu différemment, mais qui pouvaient se compléter. Et donc, c'était vraiment une énorme surprise et aussi un soulagement, puisque du coup, on pouvait grandir ensemble. Une des choses qui m'a le plus marqué et dans lequel on combat toujours, c'est dans le quotidien, c'est ce mot de catalyse, donc de se dire, ah oui, ça c'est vraiment notre corps de métier, et de le différencier de pilote de projet. Et c'est un combat permanent jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait on trouve des financements pour les projets et pas pour la catalyse. Et donc on est constamment malmené, parce que pour obtenir des financements et pour fonctionner, eh bien, il faut amener des projets, mais on se redit, mais non, mais comme catalyse, je ne devrais pas être pilote du projet. Donc on incube des projets qui nous permettent d'obtenir des financements et puis on les remet. Et donc du coup, c'est aussi quelque chose de pouvoir incuber des nouvelles structures, des projets, et puis de les remettre et de repartir sur un autre. Et donc cette difficulté de financement de l'ingénierie qui nous bloque en fait un peu dans le quotidien. Et puis pour terminer, ça fait 6 ans qu'on a démarré ce projet, donc on voulait aller vers le plein emploi sur la ville des Mureaux, d'arriver à impacter chaque personne pour qu'au lieu qu'elle se demande qu'est-ce que l'État ou qu'est-ce que la mairie faisait pour elle, qu'elle puisse se réinterroger en notre sens en se disant qu'est-ce que moi je fais pour mon territoire. Aujourd'hui, en 6 ans, on a touché 10% à peu près de la population. Il y a 3000 personnes sur 30 000 qui ont participé ou qui ont pu bénéficier de cette dynamique-là en 6 ans. Et notre défi aujourd'hui, c'est comment en 6 mois, on touche les 90 autres %. Et donc pour ça, on a trouvé une petite méthode un peu différente. C'est du coup les après-midi, donc je serai là avec vous que le matin. Les après-midi, je suis berger urbain, j'ai 3 petites brebis et je me promène dans la ville avec mes brebis. Et du coup, c'est en train de tisser en fait tout un réseau et tous les acteurs qu'on n'avait pas réussi à toucher, on les touche maintenant et ça fait le gros buzz sur la ville. C'est presque un peu comme un thérapeute urbain où en fait il se passe toute une dynamique en fait autour de ces 3 brebis qui résonnent auprès des personnes. Et puis les gens, elles sont géolocalisées, donc les gens peuvent nous retrouver pour venir marcher avec nous. Et en rentrant dans ce groupe WhatsApp, c'est une communauté WhatsApp, donc ils voient tous les autres groupes et ça agrège en fait sur les autres actions. Et donc du coup, ça vient apaiser et guérir la ville par ce moyen-là. C'est très intéressant parce que, comme le dit Cécile Daclin, vous êtes un faiseur de connexion. Et donc, avec des méthodes à vous, mais faiseur de connexion. Merci, Jean-Marc. Alors, deuxième témoin, c'est Christophe Besson-Léo. Vous êtes président, cofondateur de l'Alliance Sens Économie, qui accompagne les entreprises et les territoires dans leur modèle de production et de gouvernance pour affronter les enjeux auxquels on est confronté. Et l'Alliance, qui avait déjà 10 ans d'expérimentation derrière elle, a participé aussi au parcours d'expérience. Alors, comment vous avez vécu votre contribution, participation à cette modélisation collective? Oui, bonjour à tous. On l'a très bien vécu. Ouf, déjà. Pour une raison assez simple, c'est que on a trouvé effectivement, à travers le rameau, une communauté d'acteurs très divers qui vivaient ce que l'on vivait sur le terrain. On faisait de la catalyse sans le savoir, mais on savait qu'on n'était pas seul. En revanche, on n'avait pas de point d'ancrage qui permettait de finalement rencontrer nos pairs, dont on connaissait l'existence, mais qui étaient tous, chacun dans leurs univers cloisonnés. Et à travers le rameau, effectivement, ce programme des pionniers, des catalyseurs territoriaux, on a pu rencontrer et commencer à créer des liens, pas toujours encore mis en opérationnel, mais avec des gens qui pratiquaient la même chose que nous, qui partageaient notre vision de l'avenir, qui partageaient nos valeurs. Et ça, c'était essentiel. Et avec l'Alliance Sens Économie, on avait à la fois une structure et une posture qui étaient très différenciantes et distinctes, mais partager ces ingénieries, parce que ce n'est pas une ingénierie, la catalyse territoriale, mais c'est plusieurs formes d'ingénierie, et pouvoir mettre des noms sur ces formes d'ingénierie nous a permis de mieux nous définir, mieux comprendre ce que l'on faisait et
mieux tisser des liens avec les autres, aussi bien les entreprises, les associations, les habitants, les élus et les techniciens dans les collectivités territoriales et les acteurs de la formation et de la recherche, en général les grands oubliés sur les territoires, et qui pourtant sont porteurs de plein de solutions. Et c'est en fait toutes ces populations-là qu'il faut réussir à faire travailler ensemble, à co-construire, coproduire, co-gérer. C'est du moins le point de départ de l'Alliance Sens et Économie. Et on l'a vécu à la fois, moi je l'ai vécu individuellement en étant à l'origine de l'Alliance que j'ai imaginée en 2009, mais créée qu'en 2017. Et le fait d'être, dès 2018, identifié parmi les catalyseurs territoriaux pionniers, c'est un vrai soulagement et reconnaissance du fait que oui, nous ne sommes pas seuls, nous le savions et on va pouvoir avancer. À partir de là, déjà, que fait-on en termes de catalyse territoriale au niveau de l'Alliance Sens et Économie? Effectivement, notre mission, c'est d'accompagner les 90% des activités dans le monde donc, qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire, et des entreprises entre guillemets normales, avec des modèles d'affaires classiques qui créent de la valeur économique, les accompagner à changer de modèle et à passer à l'échelle pour créer de la valeur économique, sociale et environnementale. Et tout ça est parti à partir d'un territoire à Reims, qui est maintenant la Microville 112 dont nous sommes propriétaires, est parti d'un autodidacte rémois sur le terrain, qui faisait de la catalyse territoriale sans le savoir, qui a créé un dialogue avec les habitants, avec la collectivité, qui nous a rencontrés grâce au réseau des petits débrouillards, et in fine, on a créé un premier catalyseur territorial de type immobilier, de type foncier, avec un statut de coopérative d'intérêt collectif, qui a mis 6 ans, depuis 2018, en fait on y est, depuis 2017 exactement, on a mis 6 ans à le concevoir, le mettre en œuvre et à pouvoir le déployer sur un premier territoire de la taille d'une petite ville, où on va pouvoir faire la démonstration de tout ce que l'on peut faire en termes de catalyse territoriale, avec les 17 objectifs de développement durable. Donc, 3 minutes 28, pas mal. Ils savent que je suis très bavard. Donc effectivement, arriver en tant avec ce premier prototype de catalyseur territorial de type foncier, avec un objectif, c'est de mettre l'immobilier vacant, les terrains finalement qu'il y a dans les territoires, au service de la catalyse territoriale, au service de la co-construction, la coproduction et la co-gestion de la fabrique d'un territoire, un projet de territoire qu'on va définir faire la ville, l'industrie, l'agriculture de proximité, donc on est sous toutes les questions de l'économie circulaire, climatiquement neutre et connecté, transition écologique, transition numérique et dans le respect de l'humain. Donc toutes ces transitions dont on parle, économique, énergétique, environnementale, sociale, numérique, sont des transitions qui sont aujourd'hui face à nous, ou plutôt nous sommes face à elles. Nous devons les relever et ça ne peut passer que par la co-construction des acteurs, la coproduction des solutions, ce qu'on va appeler des services mutualisés à destination de toutes les filières qu'on peut avoir sur le territoire qui constituent finalement la vie de l'industrie et de l'agriculture. Parce que ce n'est jamais la transformation auquel on aspire tous, ne sera jamais le travail d'une organisation, ne sera jamais le travail d'une collectivité. Ce sera forcément l'association des acteurs qui font le territoire. Et tant qu'on n'arrive pas à leur mettre finalement entre les mains un outil leur permettant de co-construire, coproduire les solutions qui répondent à leurs besoins, eh bien on sera dans une impasse. On voit au niveau politique qu'on n'arrive pas, les politiques n'arrivent pas à faire tout seuls. Ça se voit, je pense, dans les urnes et sur le terrain, et que l'intérêt général, ce n'est pas le terrain, la chasse gardée des politiques, c'est aussi le travail des associations, c'est aussi le travail des entreprises, et que ce travail-là relève de notre capacité à faire ensemble, et donc à déployer la catalyse territoriale. Pour finir, le message d'espoir que je veux lancer, c'est qu'aujourd'hui, la Microville 112, c'est son nom de ce premier territoire de la taille d'une petite ville, à Reims. Elle est sous une forme de coopérative d'intérêt collectif foncière. Elle a un modèle économique qui, structurellement, est la solution que nous avons pu trouver pour financer la catalyse territoriale, partant du principe qu'il n'y avait pas, il y a 10 ans, de financement de la catalyse territoriale et qu'il n'y en aurait pas. C'est un exemple, ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est juste une première graine. Merci Christophe. Merci pour cette évolution. Alors, on va voir maintenant le regard du partenaire qui est la Fondation RTE. Cécile Daclin, vous en êtes la déléguée générale. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Fondation RTE s'est intéressée très tôt
aux catalyseurs territoriaux, alors même qu'à l'époque, en 2018, la modélisation était toujours en cours et que l'écosystème en général n'avait pas conscience de la valeur de cette ingénierie. Alors, si on fait un flashback également, rétrospectivement, comment vous voyez-vous l'utilité d'avoir pris le risque de soutenir à l'époque le réseau des catalyseurs territoriaux? Merci Elodie, bonjour à tous. Alors, il y a 10 ans, je n'étais pas là, mais donc je vais parler pour mon prédécesseur. Déjà, réexpliquer très brièvement ce qu'est la Fondation RTE. On est dédié, on n'a pas de thématique, on est dédié à un territoire, on est dédié à la ruralité. Et c'est une spécificité. Et sur cette ruralité, au-delà peut-être de certaines caricatures qu'on peut entendre, c'est surtout marqué par énormément d'initiatives qu'on finance, des initiatives sociales et solidaires. Mais effectivement, il y a une grande richesse, mais il y a peu d'ingénierie sur ces territoires, et peut-être qu'il y a encore moins d'ingénierie sur ces territoires ruraux que dans d'autres types de territoires. Et donc pour la Fondation RTE, qui est née en 2008, il y a rapidement se poser la question, voilà, de notre besoin d'avoir des acteurs aussi qui font des connexions, et sachant d'ailleurs que quand on finance un projet, c'est un des critères, on veut voilà, des projets qui soient ancrés, qui fassent le lien autour d'eux. Donc se pose, voilà, on finance depuis 2008 des projets en ruralité, et assez rapidement se pose la question donc, de l'animation l'animation du territoire et comment arrive voilà, la catalyse, même si ce n'est pas forcément, vous l'avez dit, le mot qui est utilisé à ce moment-là, mais voilà, ce n'est pas le mot, mais c'est la chose. Donc voilà, c'est vraiment la question de quelle structure pour animer, comment on peut avoir un dialogue entre plusieurs acteurs et comment, sur des territoires qui sont un petit peu isolés, on peut être en complémentarité et dans des logiques en plus qui sont assez frugales. Je crois que c'est aussi important de le rappeler. Alors, est-ce qu'on a pris un risque quand on a financé en 2018 voilà, les questions de modélisation? En fait, il faut aussi, nous on se remet à une époque où en 2018, on a déjà finalement notre propre modèle côté Fondation RTE. On finance déjà des tiers-lieux qui arrivent un petit peu de façon un petit peu massive à ce moment-là. On est une des premières structures fondations à financer Territoire zéro chômeur de longue durée. Et puis, on finance aussi pour la première fois la Chartreuse de Neuville, qui anime le territoire et qui a vraiment cette capacité d'animation. Et puis, alors, bien sûr, on finance, voilà, je suis bien entourée, Ronalpia, enfin, je ne regarde pas du bon côté, mais start-up de territoire et Ronalpia. Et donc, finalement, quand on décide de financer la modélisation, je crois que c'est l'idée, il y a toutes ces, voilà, il y a ce besoin de faire ce lien, d'animer le multi-acteur, et puis de donner de la cohérence aux actions de la Fondation RTE. Voilà. Merci beaucoup Cécile, vision d'investisseur sociétal. Alors, pour aborder ce troisième acte de la catalyse territoriale, on va parler donc de la dernière époque, du dernier épisode, qui est 2020-2023, qui est la phase de la maturité. Alors, ça commence en 2020 avec une double impulsion politique. Tout d'abord, en mai 2020, où le secrétaire d'État à l'engagement, Gabriel Attal, lance la mission sur les alliances stratégiques, enfin les alliances multi-acteurs au service de l'intérêt général. Ce sera une mission qui mobilisera une centaine de réseaux et qui démontrera la nécessité de cette ingénierie de proximité. Et puis deuxième impulsion, c'est en juillet cette fois-ci, lors de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, où la ministre de la Cohésion des territoires de l'époque, Jacqueline Gouraud, nous disait que face aux défis contemporains, une large part des solutions réside dans la co-construction territoriale. Alors je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Monsieur le ministre, cher Gabriel, Monsieur le Président fondateur, cher Charles-Benoît Heitzig, Mesdames et Messieurs, je tenais à vous dire quelques mots ce matin pour introduire cette seconde séquence de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Elle est intitulée « Les élus à la manœuvre de la co-construction territoriale ». Je crois en effet que face aux multiples défis contemporains, une large part des solutions réside dans cette
co-construction territoriale dans ce que le président de la République appelle souvent l'intelligence des territoires. L'intelligence des territoires, c'est pour beaucoup d'entre vous un engagement du quotidien. C'était déjà le pari de la création du rameau en 2006 et c'est ce que pratiquent dans toute la France les 350 pionniers ou plutôt catalyseurs des alliances en territoire. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous en remercier très sincèrement. Pour ce faire, vous pouvez compter sur la mobilisation de milliers d'élus partout en France. Et 2021, on suit le cheminement puisque c'est la confirmation académique avec le programme Impact de l'Observatoire des partenariats qui était mené avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et le Rameau et qui démontre que les alliances multi-acteurs sont source à la fois de performance pour les organisations qui sont impliquées, source également d'innovation territoriale et sociétale et aussi source de confiance pour les personnes qui sont engagées, puis plus globalement pour les territoires. Et enfin, à partir de 2022, c'est finalement la capacité de développer cette fameuse co-construction territoriale grâce à un modèle socio-économique qui est à la fois fondé sur des compétences, et notamment les compétences de l'ingénierie de proximité avec les catalyseurs territoriaux, sur du financement de cette ingénierie territoriale avec le fonds ODD 17, et également sur des alliances, avec le rôle et l'action de la Fondation des territoires, qui est un espace d'apprentissage et de dialogue sur cette co-construction entre acteurs publics, privés, nationaux, pour justement valoriser la richesse de ces initiatives locales. Et puis, dans la continuité, c'est un ensemble de ressources sur l'ODD 17 qui sont mises à disposition de tous pour s'informer, pour se former, pour agir selon son rythme, selon son niveau de maturité et selon ses enjeux. Donc en 3 ans, 2020-2023, on est passé d'une reconnaissance politique et académique à la capacité de déployer la co-construction territoriale dont parlait Jacqueline Gouraud. Alors, cette capacité à déployer cette co-construction, elle s'appuie, on vient de le dire, sur de l'ingénierie territoriale et notamment de catalyse. Et on aime bien parler d'une ingénierie qui adresse le premier kilomètre des besoins. Alors, c'est une ingénierie qui est ancrée, c'est une ingénierie de proximité et c'est aussi une ingénierie qui est basée sur les coopérations des acteurs locaux pour répondre aux besoins de leur territoire. Donc aujourd'hui, on le voit depuis le cheminement de tout à l'heure, l'écosystème évolue. Les conditions sont réunies pour permettre à cette ingénierie de se développer. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'irrigue auprès d'une diversité d'acteurs qui ont des approches spécifiques. Alors avec nous, encore 2 témoins au profil complémentaire. L'un avec une approche plutôt économique avec l'écosystème de l'accompagnement des incubateurs, enfin des innovations sociales, et c'est le KIF. Et l'autre qui a une approche philanthropique avec les fondations territoriales. Donc Léna Jedner, vous êtes déléguée générale du réseau KIF. On a vu depuis un certain nombre d'années que l'écosystème de l'accompagnement des innovations a évolué. On est passé d'un accompagnement des personnes, des entrepreneurs sociaux, à un accompagnement des territoires, c'est-à-dire la capacité des écosystèmes territoriaux à coopérer entre eux pour faire émerger des projets ancrés localement. Et cette évolution de cet écosystème s'illustre avec l'émergence du réseau KIF qui regroupe 10 incubateurs d'innovation sociale, dont Ronalpia, que vous avez fait émerger en 2011. Alors comment vous vivez le déploiement de cette ingénierie du premier kilomètre des besoins? Merci beaucoup, bonjour à tous. Déjà vous dire que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. À titre personnel, ça me fait beaucoup de bien d'être ensemble, d'être avec vous, de parler de coopération, de parler d'alliance. Je trouve que c'est le parfait timing, donc merci pour cette journée. Peut-être avant de vous parler de cette alliance interterritoriale, vous parlez déjà du métier des accompagnateurs des innovations sociales qu'on appelle incubateurs. Vous connaissez sûrement les incubateurs de la tech, qui sont des incubateurs de start-up spécialisés dans la valorisation des travaux de recherche, dans des labos de recherche pour en faire des entreprises. Et en fait, il y a une quinzaine d'années, de plus en plus d'incubateurs d'innovation sociale se sont lancés, forcément dans des ancrages territoriaux très forts, puisque ces innovations sociales sont avant tout territoriales. Donc sont nés comme ça un peu partout des incubateurs, dont le métier est d'abord de détecter des innovations sociales prometteuses sur un territoire, de les sélectionner et de les accompagner. Ces 3 métiers
aucune association ne peut les faire seule, c'est-à-dire aucun incubateur ne peut faire ce métier seul, notamment ce métier de détection, puisque les pépites, elles sont partout, elles sont dans les quartiers, elles sont dans les territoires ruraux, elles sont chez des gens qui s'ignorent, entrepreneurs ou futurs dirigeants d'entreprises sociales. Le métier de sélection, c'est un métier dont on parle assez peu, mais en fait, la sélection de projets qui seront accompagnés et financés sur un territoire, ça façonne un territoire. Qui a la légitimité aujourd'hui pour sélectionner quelles sont les innovations sociales qui seront encouragées, soutenues, valorisées et qu'on va aider à grandir. Et donc tous ces incubateurs territoriaux mettent beaucoup d'énergie à créer des gouvernances territoriales multiples, notamment dès la phase de sélection de ces projets, puisque si on décide pendant un an d'accompagner uniquement des projets sur l'alimentation, forcément ça va façonner le territoire à 5-10 ans. Et puis après, le métier d'accompagnement, on parle beaucoup dans l'accompagnement de l'accompagnement stratégique, expertise, qui fait évidemment partie de notre métier, mais on a aussi un métier assez peu valorisé, parce qu'en fait on a du mal à le nommer, avant de découvrir évidemment le réseau des catalyseurs, mais c'est ce métier d'animateur territorial, de faire des ponts, de faire du lien, d'aller convaincre un élu à un moment de rencontrer un des porteurs de projet qui est encore tout jeune, mais qui en fait, si l'alliance se fait dès le démarrage, ça peut être, il peut y avoir un potentiel de développement pour le territoire incroyable. En tout cas, c'est vraiment jouer ce rôle de tiers de confiance territorial, connecter, faciliter, impulser, à la fois sur de la création de nouveaux projets, l'accompagnement de création de nouveaux projets, le développement et puis la coopération aussi. Donc ça, c'est le métier des accompagnateurs d'innovation sociale. Selon la VIS, donc, qui anime la communauté émergence et accélération, on est 130 aujourd'hui en France. Et parmi ces 130, il y en a 10 qui ont décidé de s'allier et de créer une alliance, de formaliser une alliance. Donc c'était il y a 2 ans. Cette alliance qui s'appelle le KIF, parce qu'en fait, on kiffe travailler ensemble. Et donc, on se disait que c'était important de l'assumer, de se rappeler qu'on kiffe nos métiers, en fait, d'être au contact tous les jours de porteurs de projets géniaux. Et puis, du coup, tous ces incubateurs, donc ces 10 incubateurs, je ne vais pas vous les citer, mais je vous invite à aller regarder sur le site internet pour que vous puissiez voir. Ils sont dans 10 régions françaises, avec un ancrage territorial très fort, ont décidé de créer une alliance interterritoriale. Et au moment de la décision de la création de l'alliance, évidemment, on parle beaucoup des modèles socio-économiques. En fait, là, ils ont tous décidé d'y aller sur des fonds propres bénévolement. Et donc, quand on dit sur des fonds propres pour une association, souvent, c'est du bénévolat le soir et le week-end. Et c'est souvent de l'engagement personnel de gens géniaux qui décident à un moment de coopérer et que pour faire alliance, il faut du temps. Et que ce temps-là, en tout cas, dans les phases d'amorçage, il est très peu financé. Donc toute la question était de trouver comment réussir à consolider ce modèle d'alliance, comment le pérenniser. Et l'objectif de cette alliance, c'est de faire ensemble ce que chacun d'entre eux ne pourrait faire seul. À la fois sur des thématiques audacieuses. Donc on a lancé notre premier programme d'accompagnement interterritorial sur le sujet de la mort et du changement de regard sur la mort. Donc toutes les innovations sociales qui travaillent aujourd'hui sur la question du deuil, de la fin de vie, et des derniers jours, parce que c'est un sujet énorme, tabou, et il y a pourtant beaucoup de projets qui travaillent sur cette thématique. Et donc les 10 incubateurs mutualisent leurs forces pour ensemble détecter et accompagner des projets à l'échelle interterritoriale. Ensuite, c'est travailler sur des nouvelles ingénieries d'accompagnement. Et notamment, le premier projet qu'on a sorti s'appelle Les Sentiers, pour accompagner des projets urbains qui veulent essaimer dans les territoires ruraux. On sait que les territoires ruraux aujourd'hui ont des défis énormes devant eux, qu'il y a beaucoup d'initiatives déjà qui fonctionnent, qui se lancent, et qui en même temps aussi beaucoup de solutions urbaines ou rurales qui souhaiteraient essaimer dans des nouveaux territoires. Et donc les accompagnateurs, les incubateurs aujourd'hui jouent ce rôle de premier et dernier kilomètre, et donc de faciliter l'atterrissage de l'essaimage de ces projets dans les territoires ruraux. Et on profite pour remercier les partenaires, dont la Fondation RTE qui vient de nous rejoindre sur ce programme très expérimental. Et puis notre dernier métier, c'est de faire ce premier et ce dernier kilomètre dont on parle ici. Le premier et le dernier kilomètre, c'est parce qu'en fait, vous le savez, mais il y a beaucoup d'opportunités, notamment à Paris. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup d'opportunités pour des porteurs de projets. Et que souvent, l'information a du mal à arriver jusqu'au porteur de projet en dernier kilomètre, celui qui pourtant a besoin de financement, d'accompagnement et d'opportunités. Et donc, ce réseau est aujourd'hui maillé avec 27 antennes territoriales et 120 salariés, dont le job est à la fois de transmettre de l'information de Paris vers les territoires, là où sont les innovations sociales, et à l'inverse, de révéler aussi des pépites. Moi, j'entends beaucoup des financeurs nationaux qui disent « Nous, on a de l'argent, mais on ne trouve pas de projet ». Alors ça, on a décidé que c'était la phrase qu'on ne voulait plus entendre dans 10 ans. Je pense qu'on est très nombreux à ne plus vouloir l'entendre. Et donc, de pouvoir faciliter cette capacité de visibilité et de mettre en avant. Donc, c'est vraiment ce métier de premier, dernier kilomètre, et en même temps de faire système. Donc, c'est un peu un système de poupée russe, des alliances à l'échelle territoriale pour accompagner des projets,
et puis une alliance interterritoriale au sein de cette grande alliance aujourd'hui que vous réunissez aujourd'hui pour les 10 ans. Donc je pense que c'est vraiment ça aussi la clé, c'est ces poupées russes d'alliances micro-territoriales, interterritoriales et puis nationales. Merci Léna, c'est intéressant parce que vous avez décrit le modèle socio-économique du modèle, hein, des bénévoles, des compétences, fonds propres, financement et puis mutualisation, ce sont les alliances. Merci pour cette illustration. Delphine Van de Vorm, donc d'abord vous êtes coprésidente du réseau des catalyseurs, quand même, c'est très important. Directrice de la Fondation de Lille qui coordonne le réseau des fonds territoriales. Alors, on a vu que cette ingénierie du premier kilomètre des besoins, elle pouvait être déployée par des réseaux d'accompagnement, mais aussi par des actions des fondations territoriales. Et on peut dire que la Fondation de Lille est l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne. Comment la Fondation de Lille vit justement ce déploiement des fondations territoriales en France, mais aussi en Europe? Merci Elodie pour cette très bonne question. Avant tout, Frédéric et moi, on s'interrogeait sur où vous aviez trouvé ces photos. En tant que coprésidente du réseau des catalyseurs, je dirai 2 mots aux équipes après. Plus sérieusement parlant, et pour répondre à la question d'Élodie, la Fondation de Lille, alors effectivement, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et abritante, donc qui possède la grande capacité juridique, a été créée il y a plus de 30 ans et elle est qualifiée de fondation territoriale. Nous étions la première fondation qui portait le nom d'une ville. Alors nous n'agissons pas que sur le territoire de Lille, mais sur le territoire plus généralement des Hauts-de-France, voilà, selon les actions. Et en 2022, la Fondation de Lille a été identifiée par le Centre européen des fondations communautaires qui anime, je veux dire, un grand réseau de fondations, alors je veux dire territoriales, parce qu'ils disent les community foundations, pour des raisons que vous comprenez, on ne peut pas dire fondation communautaire en France, encore moins en ce moment. Donc je vais parler de fondations territoriales. Donc nous avons été identifiés pour porter un programme de développement et de déploiement des fondations territoriales en France, en lien avec l'Espagne et le Portugal. Et il y a donc une fondation internationale qui finance ce programme qui était porté jusqu'à maintenant sur 2 ans. Peut-être va-t-il être prolongé. Le travail de la Fondation de Lille, ça a d'abord été d'identifier ces fondations selon des référentiels nationaux ou internationaux remis en contexte. Et avant l'année 2021-2022, je rappelle que les fondations territoriales ont commencé à émerger en France. En tout cas, on a commencé à en parler en 2008, suite à une mission d'études qui a été menée au Canada francophone. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des types de fondations qui ressemblaient, alors toute proportion gardée, un peu à la Fondation de Lille, parce qu'on était un peu atypique en France. Et c'est à partir de à lancer, alors un réseau, c'est un bien grand mot, je dirais d'abord un groupement. Il s'agissait d'un bien grand mot, je dirais d'abord un groupement. Il s'agissait d'abord d'identifier ces fondations qui correspondaient à des critères particuliers. En avril 2022, nous avons lancé des réunions. Alors, il y a eu d'abord une période de phase d'écoute de ces fondations territoriales. Il a fallu ensuite que ces fondations prennent conscience de ce qu'ils étaient, de ce qu'elles étaient, et qu'elles prennent conscience de leur identité de fondation territoriale. Et donc il a fallu rappeler notre socle commun et faire la pédagogie de la fondation territoriale auprès de ces structures. On en a, nous, identifié pour l'instant une quinzaine en France. Peut-être y en a-t-il d'autres. Nous continuons notre recherche. Et donc, par le récit des fondations territoriales, nous avons essayé de mettre en évidence la plus-value de ce type de fondation, dont je rappelle qu'elle n'a pas de statut juridique. Donc une fondation territoriale est soit une fondation abritée sous l'égide d'une fondation reconnue d'utilité publique, ou un fonds de dotation, ou une FRUP, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué financièrement parlant. Donc, avec ce récit des fondations territoriales, ça a permis d'abord de consolider le groupe des fondations, et puis il a fallu aussi réfléchir à l'outillage, je vais dire, de ces fondations territoriales, notamment pour mettre en évidence la notion de co-construction, de faire travailler en lien la fondation territoriale avec les acteurs sur le territoire, en articulation et en complémentarité. Et on peut dire,
enfin moi je pense que la Fondation territoriale en tant qu'acteur philanthropique peut jouer un rôle important, un rôle de tiers de confiance, de facilitateur, et un rôle qui joue un rôle également de mutualisant. On peut collecter des fonds privés, publics, tout ça avec des gestions très frugales, avec peu de moyens, et je pense que ces outils peuvent faire beaucoup d'économies à des structures sur le territoire, dans la perspective d'une participation à des projets de territoire, par exemple. Voilà, donc j'espère que dans 10 ans, nous aurons 350 fondations territoriales comme le catalyseur, comme le réseau des catalyseurs. Nous sommes en phase de démarrage, et le but vraiment est la reconnaissance de ce type de fondation auprès de tous les acteurs et de les rendre un peu plus intelligibles. Voilà. Merci Delphine. Alors pour conclure, pour terminer cette période de maturité, je vais laisser la parole à Frédéric Lemonnier. Vous êtes délégué général de la Fondation GRDF, fondation qui agit en faveur d'un développement économique, social et soutenable des territoires. Et vous soutenez notamment l'entrepreneuriat social, des projets de coopération multi-acteurs et des projets de coopération entre territoires. Et depuis sa création en 2020, la Fondation a été très attachée et toujours attachée à l'ingénierie du premier kilomètre des besoins. C'est aussi dans ce sens-là la raison pour laquelle vous êtes devenu copilote du fonds ODD 17 en 2023. Alors pourquoi, en tant qu'investisseur sociétal, pourquoi investir dans le déploiement de cette ingénierie du premier kilomètre des besoins? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation, et aujourd'hui, hier, on va dire, c'est un vrai bonheur d'être là, et je suis d'accord avec Léna, ça fait vraiment du bien, donc merci pour ça. Avant de répondre à la question, peut-être je vais dire quelques mots sur le projet que porte la Fondation, parce que c'est pas étranger finalement à cette question et à cet intérêt vis-à-vis de l'ingénierie du premier kilomètre des besoins. Donc la Fondation, elle est tournée comme sa grande sœur RTE vers les territoires, et on a pour vocation le développement économique et social des territoires, soutenable et inclusif. Donc ça veut dire que on va soutenir des projets qui répondent à des besoins et des fragilités dans les territoires, et qui sont porteurs de transformations qu'il faut opérer aujourd'hui, transformation économique, sociale, sociétale, démocratique, écologique, pour répondre aux défis, aux enjeux qui se posent aujourd'hui à différentes échelles d'action. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, cet enjeu d'accélérer les transitions, et pour accélérer ces transitions, d'être au plus près des territoires et des acteurs des territoires, y compris les citoyens, puisqu'il y a l'enjeu de replacer un peu les citoyens, les publics bénéficiaires, on va dire, au cœur des projets, et qu'ils soient acteurs des projets, pas seulement bénéficiaires, mais acteurs des projets, et que ces projets leur redonnent aussi une posture dans les territoires, une capacité à agir et à reprendre la main sur leur propre trajectoire personnelle et professionnelle quand on travaille sur les questions d'insertion socio-professionnelle notamment. Donc on soutient les projets qui développent des approches systémiques, holistiques, au cœur des territoires. On a quatre piliers, une modalité d'intervention repose sur quatre piliers: défricher, relier, jouer collectif et accompagner. Défricher, ça veut dire, et je commence à répondre à ta question, défricher, ça veut dire qu'on adore explorer, on adore être au tout début d'un projet, dans les phases de conception, d'expérimentation, qu'on va accorder justement une attention particulière à ces phases de la vie des projets où ils sont peut-être fragiles, plus fragiles, et où ils ont souvent des difficultés à trouver des financements, parce que voilà, il y a besoin de donner finalement du temps, de la confiance pour que ces projets voient le jour. C'est un début de réponse, c'est pas fini. Relier, ça veut dire qu'on va s'attacher à créer des synergies, à créer des liens, des interactions entre les structures que nous soutenons, les projets,
les territoires à différentes échelles d'action, au sein du réseau de la Fondation aussi, de son écosystème, mais aussi au sein de l'écosystème de l'entreprise GRDF, notre fondateur, quand c'est pertinent. Jouer collectif, on place les coopérations, les alliances multi-acteurs au cœur de nos démarches et parce que voilà, je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui, un acteur seul aujourd'hui ne peut rien, donc les logiques d'alliance multi-acteurs sont les logiques qu'il faut, selon nous, mais je pense qu'on partage ça aujourd'hui, qu'il faut déployer pour unir nos forces, nos intelligences, nos moyens, nos expertises et être plus pertinent dans les transformations que l'on opère dans les territoires. Et enfin, accompagner, tout simplement, on n'apporte pas qu'un soutien financier. Le volet extra-financier est aussi une dimension importante de ce que l'on fait au sein de la Fondation, puisqu'on construit pour chaque structure, on co-construit même, je devrais dire, pour chaque structure, un parcours d'accompagnement personnalisé qui peut prendre différentes formes, mais je ne vais pas le développer davantage. Donc, cette posture de défricheuse, finalement, pour laquelle on a opté dès le départ, effectivement, elle nous a conduit à nous intéresser assez naturellement, puis notre compagnonnage aussi avec le rameau et le réseau des catalyseurs depuis déjà longtemps, nous a conduit à nous intéresser à cette ingénierie du premier kilomètre des besoins. Et on s'est intéressé plus particulièrement à ce qui est au départ des projets, c'est la richesse humaine. Et donc nous, on a choisi de financer cette richesse humaine, qui fait que finalement, un projet, il a besoin d'être humain, pour qu'il pense, qu'il développe des visions, qu'il construise ensuite un projet qui est expérimenté, pour lequel on fait une preuve de concept. Une fois que la preuve de concept est faite, on met en œuvre, on déploie. Et ça, sans les richesses humaines, finalement, ça n'existe pas. Donc, il y a besoin de financer cette richesse humaine, de financer cette ingénierie qui permet au projet d'être conçu, de se développer, d'être déployé, de se projeter dans le temps. Donc, il y a vraiment besoin de, finalement, donner du temps, des fonds, de la confiance pour que les projets voient le jour et qu'ils puissent jouer leur rôle au service de l'intérêt général. Ce qu'on constate, à travers la petite expérience qu'on a, nous on a moins d'antériorité que la Fondation RTE et puis que d'autres acteurs ici présents. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, les acteurs, les porteurs de projets, ne conscientisent pas forcément le rôle qu'ils jouent et ne mettent pas forcément les mots de catalyseur sur leur action. Ce qui n'est pas très grave en soi, hein, voilà. Mais en revanche, ils ont besoin d'être reconnus dans leur rôle, ils ont besoin que leurs compétences soient reconnues, valorisées, ils ont besoin d'être outillés aussi, ils ont besoin de développer d'autres savoir-faire, ils ont aussi souvent besoin, on le constate, de rompre une forme d'isolement dans laquelle ils peuvent se trouver, ils ont besoin de dialoguer avec d'autres, ils ont besoin d'être connectés à d'autres acteurs qui font la même chose dans des territoires voisins ou ailleurs, ils ont besoin de s'inspirer. Et ça, c'est aussi le sens de notre engagement au sein du réseau des catalyseurs. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que ces compétences de catalyse, cette énergie finalement qui est déployée par les catalyseurs dans les territoires, on va en avoir besoin plus que jamais. Et que c'est une dynamique finalement qui va être essentielle, enfin qui est déjà essentielle, mais qui va l'être encore plus dans les années à venir. Donc voilà. Merci Frédéric. Alors, on vient de voir que cette ingénierie du premier kilomètre s'irrigue auprès des écosystèmes de l'accompagnement, mais aussi des investisseurs sociétaux. La Fondation GRDF en a exemple. Et je crois que, Cécile, au titre de la Fondation RTE, vous avez également des remarques complémentaires à apporter. Oui, très brièvement, parce que je crois qu'on a pris un tout petit peu trop de temps. Je pense qu'on sera tous d'accord qu'aujourd'hui, plus encore, la question de la coopération, du lien et de la cohésion, en fait,
voilà, quand on parle de catalyseur, on tourne autour de ça. Donc moi, je voulais, à titre, voilà, au titre de la Fondation RTE, d'abord, on fait évoluer notre mission principale. Donc on ne va pas être uniquement au service du développement des territoires, mais au service de la cohésion des territoires. Donc on a fait évoluer notre mission là très récemment. Et par ailleurs, sur cette question voilà, de la catalyse et de cette ingénierie, on en est tellement convaincu que jusqu'à présent, on finançait des catalyseurs et en fait, on devient opérateur. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce serait trop long, mais on va devenir nous-mêmes un acteur, on va mettre en œuvre cette catalyse via des programmes en propre que nous allons déployer dans quelques semaines maintenant. Voilà, donc la catalyse s'irrigue aussi auprès des investisseurs sociétaux. Alors pour terminer cette séquence des 10 ans, on souhaitait, et ça va rejoindre Cécile Dupré-Latour, faire un témoignage, apporter un témoignage à Claude Alfandéry, donc ancien président du labo de l'ESS, ancien résistant aussi, qui avait participé à la deuxième rencontre des pionniers des Alliances en territoire en 2016 et qui à l'époque déjà nous parlait de territoire et de co-construction. Et pour introduire ce témoignage, cet hommage, j'appelle Charles Benoît. Merci. Décidément, il sera dit qu'aujourd'hui, je suis en charge de l'émotion, mais pour tous ceux qui ont lu le dernier texte d'appel de Claude Alfandéry du 5 mars dernier, et plus encore, ceux qui se souviennent de ce qu'il nous avait dit en janvier 2016, l'année d'après, donc la deuxième rencontre, il nous a dit, je crois, sincèrement, que la co-construction territoriale est le maquis d'aujourd'hui. Et c'est par ces phrases que sera introduit le livre qui suivra, Bien commun, vers la fin des arrogances. En 2018, la Fondation pour la co-construction du bien commun a voulu lui rendre hommage pour cet engagement. Voilà ce qu'il nous disait de cette co-construction territoriale et de ce maquis d'aujourd'hui. Bonjour et merci au Rameau de m'interroger. La plupart des territoires, un bouillonnement d'initiatives, à la fois pour réduire les effets de cette course au profit financier et pour réparer, corriger les débats. En fait, le Rameau a vraiment raison de mettre en lumière les plus signifiantes, les plus inspirantes de ces initiatives. Elles sont très nombreuses et de notre côté, à France Active et au labo de l'économie sociale et solidaire que j'ai fondé, nous nous efforçons à la fois de les aider, de les financer, de les soutenir, mais aussi de les structurer, de leur permettre d'aller plus loin. Parce que c'est vrai qu'elles se multiplient, elles se diversifient, on ne peut qu'applaudir le fait de se distinguer certaines d'entre elles, mais c'est vrai aussi qu'elles sont complètement, elles restent dispersées, elles restent morcelées, et parce qu'elles peinent à se relier, à se coordonner, à coopérer, eh bien, elles ont finalement un faible impact, peu d'effet de transformation, et l'opinion les apprécie, commence à les connaître, mais elle ne les considère pas comme
un écosystème où l'écologie s'inscrit vraiment dans l'économie, où il y a une conciliation entre une économie prospère et une écologie et une diminution de l'empreinte écologique. Le problème, c'est d'arriver à provoquer cette reliance, à créer, créer aussi cet écosystème. Enfin, je pense que c'est vraiment l'un des objectifs principaux du rameau. C'est vraiment sur les territoires qu'on peut le faire, parce que c'est sur les territoires que les initiatives sont le plus transparentes, qu'on a de prise sur elles. Et je pense que c'est la bonne méthode, c'est de commencer par le terrain et à partir d'expériences, de voir comment elles peuvent, on peut arriver à les relier, à les coordonner, à les coopérer, à rendre donc crédible aux yeux de l'opinion la possibilité d'un autre mode de production, d'échange, de consommation qui permettent précisément de concilier des soucis écologiques, des protections de la nature, de sa diversité, une défense contre les chocs climatiques et un véritable développement économique. Alors, c'est quelque chose de très difficile, hein. C'est quelque chose de très difficile parce qu'on se heurte tout de même à des égos, à des intérêts différents, à des références historiques ou politiques qui sont différentes. C'est toujours très très difficile. Et c'est tellement difficile que ça paraît à certains improbable. Je pense que notre tâche, si nous voulons vraiment protéger notre planète, être préparé pour les générations futures un monde vivable, c'est de permettre ce regroupement, c'est de forcer ce qui paraît improbable, de rendre possible ce qui paraît improbable. Voilà, rendre possible ce qui paraît improbable. Alors, agir ensemble en territoire, c'est agir donc tous ensemble, quel que soit son profil, quelles que soient ses pratiques. C'est agir au service de l'intérêt général, c'est agir au service du territoire et c'est agir au service du premier kilomètre des besoins. Et les 10 ans qui ont été comptés par nos 9 témoins et partenaires illustrent, je crois, ce chemin apprenant qui a été vécu par l'ensemble des catalyseurs territoriaux et leur écosystème en général. Et pour terminer, j'aimerais qu'on fasse une photo. Et pour ça, j'aimerais aussi que Frédéric Marquet, qui est coprésidente du réseau, vienne nous rejoindre pour faire cette photo collective qui illustre, qui sera l'acte symbolique de nos 10 ans. Pour conclure, en une décennie, ces pratiques d'animation et d'accompagnement sont passées, on a vu, de quelques pionniers des alliances en territoire à un réseau d'acteurs qui ont des profils très différents, vous les avez vus, et de plus en plus larges. C'est bien l'une des spécificités du réseau, c'est d'être multi-profil. Et aujourd'hui, le réseau, c'est un espace neutre et de confiance, je crois, qui permet de favoriser l'interconnaissance, multi-réseau, multi-profil, multi-territoire. C'est un espace de valorisation des pratiques d'accompagnement et puis c'est un espace d'apprentissage au pluriel, de coopération et d'innovation territoriale. Je vous remercie tous profondément et je vous souhaite une belle journée.